pas de mal à votre planète. Salut les terriens, salut les terriens. Bonne année à tous. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Fanny Ardant. Fanny Ardant, bonsoir. On se calme. C'est donc la première fois que je vous reçois dans l'une de mes émissions. J'en suis très heureux. Alors, avant de commencer, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne voulez absolument pas aborder ? Qu'on en parle tout de suite, quoi. Non, on verra au fil du temps. D'accord. Bernard de la Villardière. Alors Bernard, vous êtes dans les murs de Canal+ ce soir pour l'une de vos fameuses enquêtes sur la drogue et la prostitution. Là, vous n'allez pas être déçu, dis donc. Frédéric Tadei. Oui, bonsoir. Vous dites souvent, Frédéric, dans vos interviews, que vous n'aimez pas qu'on applaudisse. Vous trouvez qu'on applaudit trop à la télé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bravo, Frédéric. Applaudissements. Et Stéphane de Grotte. Stéphane, bonsoir. Donc, vous faisiez une chronique hebdomadaire depuis la rentrée 2012 dans l'émission de Maïtena Birama, Le Supplément, jusqu'au jour de juin dernier, où vous êtes devenu célèbre pour 2 raisons. Les seins de Nabila. L'un et l'autre. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Alban Michon, explorateur de l'extrême, qui nous racontera ses incroyables plongées sous la banquise. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Fanny Ardant, bonsoir. Vous êtes comédienne, actrice, réalisatrice. Vous êtes l'une des icônes du cinéma français et vous n'aimez pas les interviews à la télévision. Vous avez déclaré « La télé annihile la sincérité, pas de temps d'écoute, tout le monde se fiche de ce qui se dit ». C'est quand même pas compliqué de venir à la télé pour dire que votre film a été une merveilleuse aventure humaine, Fanny. Est-ce que ça a été une merveilleuse aventure humaine ? Oui. Ah ben voilà. Jusqu'ici, ça va l'interview, là, vous tenez le coup, oui. Si vous voulez qu'on fasse une pause à un moment, vous me le dites. Alors, c'est la première fois que vous venez vous faire interviewer par moi. Vous êtes dit, j'ai survécu à l'émission d'Alessandra Sublet, je peux bien aller chez Ardisson, en fait. On regarde ce qui s'est passé. Fanny Ardant, vous disiez que le cinéma était génial pour ça, qu'on rencontre les acteurs, on a des scènes à jouer avec eux, pas de méli-mélo, et en 15 secondes, il faut que ça se fasse. C'est facile quand il faut que ça se fasse. Ça se passe pas comme ça. On se pose pas la question comme vous pouvez la poser. La réalisatrice vous a demandé d'être en jean. Ça vous va vachement bien en plus, mais il paraît que c'est pas du tout votre truc. C'est vrai ? Vous étiez pas très jean. Mais j'ai passé ma vie à porter des jeans, je ne vois pas d'où est sortie cette information. On a envie d'avoir 60 ans. Qu'est-ce qu'on fait à 60 qu'on fait pas à 30 ou à 40 ? Je pense pas qu'on puisse raisonner par tranche d'âge. Se faire désirer forcément dans ce métier, c'est aussi ce qui vous tient à cœur, j'imagine. Ça fait partie en chemin du cheminement, quoi. Désiré ou voulu ? Désirer. Voulu. Voulu. C'est encore mieux, hein. Alors, faut dire les choses. Ça s'est pas très bien passé. Au départ, déjà, elle vous avez confondu avec Catherine Deneuve, donc c'est quand même très emmerdant. Après, elle vous a appelé Stéphanie Ardant. Et quand on lui avait parlé de Truffaut, elle a cru que c'était une jardinerie. Donc, effectivement, bah oui. Alors, vous avez eu un gros succès en 2013 avec Les Beaux Jours de Marion Vernou, avec Laurent Lafitte. Vous étiez tellement sexy dans ce film que le Nouvel Obs vous a mis à la une en écrivant que vous étiez une sexygénaire. Moi, je vous trouve plus sexy que génère. Alors, vous avez déclaré au sujet de cette une, « Le monde est à feu et à sang, on n'a rien d'autre à s'occuper, c'est terrible, cette idée de définir les gens par leur âge et cette idée qu'il faut rester sexy jusqu'à 90 ans. » Vous allez être sexy jusqu'à 90 ans, non ? Non, parce que c'est souvent comment rester sexy et si on n'avait pas envie de rester sexy. Oui. C'est ça. C'est vrai que vous êtes sexy. Quoi ? Alors, cette rigueur, en fait, que vous avez, ça vient de votre milieu d'origine. En fait, vous êtes issu d'une vieille famille limousine, les Ardants du Pic. Et vous êtes né à Saumur. Déjà, Saumur, c'est le cadre noir, ça rigole pas. Votre père était officier de cavalerie, non ?
Il vous a élevé à la dure? Mais non, on n'est pas élevé par un homme ou une femme qui ont un métier. On est élevé par un père et une mère. Ouais. Et moi, si j'ai connu quelqu'un de libre et de fantaisiste et d'humaniste... Ah ouais. Chaque fois qu'on dit officier de cavalerie, on sort une petite cravache. Et Bah oui, bien sûr. Pas du tout. C'était pas le cas de papa. Alors, votre père était précepteur et ami du prince Régnier. Il a été gouverneur du palais. Il a fait une carrière militaire qui l'a conduit partout dans le monde. Vous avez habité partout, en fait. Oui, partout. Ça explique votre accent de nulle part, ça. Oui, sûrement, parce que chaque fois, on reste assez de temps pour prendre l'intonation des gens et puis finalement, on se fait un petit cocktail. Alors, après Cendre et Sang, votre premier film en tant que réalisatrice, vous sortez le 8 janvier votre deuxième film en tant que réalisatrice. Ça s'appelle Cadence obstinée, avec Asia Argento et Gérard Depardieu. Vous dites que l'idée vous en est venue à cause d'une phrase de Marguerite Duras, très belle, il faut bien le dire. « Attendre l'amour, c'est déjà de l'amour ». C'est génial. C'est beau. C'est une adaptation de Saint-Augustin qui dit « Chercher Dieu, c'est déjà le trouver ». Voilà, mais sauf que Marguerite Duras, c'est plutôt l'amour que Dieu. Ouais, Bravo l'amour et Bernard, Dieu. bravo. Un big up pour Bernard, attends, mais... Alors ce film, ces cadences obstinées sont celles de la construction d'un hôtel et de la déconstruction d'un amour. C'est le moment de l'amour quand l'amour s'en va. Ouais. Et les attentes, justement, comment retrouver la fulgurance des débuts? Comment retrouver la magie? Et est-ce qu'on va tout détruire plutôt que de s'habituer à la tiédeur et à la monotonie? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt pactiser avec l'ennemi, entre guillemets, comme la vie? Et moi, c'est la première fois que je vous reçois, mais je regrette, hein, j'aurais dû vous recevoir avant. Hein. Je suis fasciné, t'as vu, je dis rien là, hein, vraiment. Bon alors, on regarde à quoi ça ressemble. T'es qu'une hystérique. Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années? J'ai aimé. Alors? Tu n'aimes plus? Je ne suis plus aimé. Quel gâchis. Lo so cosa significa perdere le proprie illusioni. Ne t'éteins pas. Tu ne sais pas pour qui tu es une lumière. Pourquoi avant je t'énervais pas? Sors! Vois des amis! Fais quelque chose, occupe-toi! Je m'en fous de m'occuper. J'étouffe! Je veux vivre! Voilà, Cadences obstinées, réalisée par Fanny Ardant. Alors deux choses d'abord, graphiquement c'est magnifique. Tiens, l'image est sublime. Oui, j'ai eu un très grand chef Ah ouais. opérateur. Oui. Alors la deuxième chose, c'est qu'Asia Argento, elle joue un petit peu votre rôle, quoi. Donc vous lui avez demandé à un moment de se mettre sur des talons, vous ne saviez pas si elle allait accepter? Je lui disais, ça t'ennuie d'avoir des talons maqués. Ensuite, après, ça t'ennuie d'être très maquillée. Non, non, donc elle a été... Ouais. Elle a tout donné. Ouais. Et Gérard est passé faire un petit coucou quand même? Oui. C'est sympa? Très. Qu'est-ce qui lui a pris, là, de partir comme ça? Non, mais vous qui le connaissez. Non, mais moi, je pense que s'il y a une liberté qui appartient à l'homme, c'est de pouvoir habiter où il veut. Oui, oui. Donc, allez, pars, mon vieux, va où tu veux. Et pas tout le monde qui reste sur son perchoir Ouais, à donner ouais. des notes. Mais il y a un truc hallucinant avec vous, pardon hein, Thierry, c'est que vous pourriez dire je voudrais manger une pomme. La manière dont vous le dites, Ouais. cette pomme a toute Ouais. une saveur tout à fait particulière. C'est vrai, hein? Vous pourriez pas nous dire que vous avez envie d'une pomme? Non, mais du chocolat, oui. C'est ce qu'on va faire, ça va être horrible. On va faire une interview alerte rose. Quel est pour vous le lieu idéal pour une étreinte? Les chambres d'hôtel. Ah oui. Quel est l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour? Dans une mosquée. Ah oui, oui, ça c'est... Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Tu l'adores, toi, hein, Fanny Ardant, hein? Moi, j'en suis fou. Ouais, je sais. Il le sait, je l'ai déjà dit. Est-ce que vous préférez un homme qui fait bien l'amour mais qui est moche, ou un homme qui fait mal l'amour mais qui est très beau? Dans le premier cas. Moche. Oui. Ah ben, on a une chance. Alors. Vous préférez larguer ou vous faire larguer? Me faire larguer. Je préfère être pas celle qui a occasionné la douleur. Ouais. Préféreriez que votre homme vous quitte pour un homme ou pour une femme? Pour une femme. Préférez être caressé par quelqu'un qui vous répugne ou battu par quelqu'un qui vous aime?
Ça devient intéressant. Ouais. Battu, mais avec possibilité de répondre. Ah. Le moment idéal de la journée pour faire l'amour, c'est quoi? C'est celui qu'on n'attendait pas. Alors, dernière question, si vous deviez en choisir une, avec laquelle des personnes ici présentes feriez-vous l'amour? Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Non, non, ça pas. Merci de votre patience. Moi, je sais. Stéphane de Groot, bonsoir. Alors, il y a un an, Stéphane, vous étiez belge. Est-ce que vous l'êtes toujours? Parce que vu le succès que vous avez, pourriez vous permettre de changer maintenant. Je dis souvent qu'un Belge, c'est un Français qui a réussi, donc effectivement... D'accord. Alors, vous êtes chroniqueur vedette dans l'émission Le Supplément, animé par Maïtena Biraben, le dimanche sur Canal. Vous êtes devenu une star à 47 ans. C'est pas un peu tard pour se vautrer dans l'alcool, la drogue et les gonzesses? Non, il n'est jamais trop tard pour se vautrer. Alors, là, on va faire des compliments. Le Monde a écrit sur vous une écriture agile qui joue avec les mots comme un joueur de foot dribble avec le ballon. Le Monde, attends, c'est pas au capi, là. Hein. Le Nouvel Obs a dit tant de subtilité à la seconde qu'il faut parfois revoir la séquence plusieurs fois pour n'en rater aucune. C'est vrai, il faut la voir plusieurs fois. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on comprend. On regarde à quoi ça ressemble. Arrivé au Fier Papa, c'est comme au Fier Maman, mais pour les grands hommes, je suis accueilli à ma grande surprise par Jean-Paul II, qui se propose de me servir de Google Pape afin de me guider dans ce havre de paix à bord de sa voiture. Mais à peine avions-nous démarré que mon pontifical. Nous nous rabattîmes alors à bride rabattue sur un 4x4 Royal, la Jeep Sea King, qui nous mena jusqu'au seuil de Madiba, surnommé Madiba de laine à cause de sa douceur. Une fois arrivé, je Nelson le Glas, me demandant si Mandela, où ça, je viens de vous le dire. Après avoir montré patte blanche, je retrouvais alors avec émotion le Mandela des grands jours. Il était vêtu de son costume de lin, seul, visiblement apaisé d'avoir trouvé sa place au paradis blanc. Et paradis noir, ça n'avait rien à voir. Ah non. Apprenant que je viens du Nord et que par tous les chemins j'y reviendrai, il me propose de découvrir la frite du Sud. Mais comme j'avais pris déjà un assez bon encas... Stéphane de Groot. Alors Stéphane, vous publiez chez Plomb Voyage en Absurdie, un livre qui rassemble vos chroniques sur Canal+ et sur RTL. C'est pour tous ceux qui trouvaient ça génial mais qui n'avaient rien compris. Moi aussi, ça m'aide de les relire, parce que je ne comprenais pas tout non plus ce que je disais. Il n'y a qu'un truc qui manque, c'est les rires de Maïtena pour savoir quand c'est drôle. Je vous l'accorde. Non, mais c'est vrai que le fait que Maïtena soit là, ça donne le là à cet exercice. Bien sûr. Enfin, c'est très surprenant de voir aujourd'hui un livre se vendre avec un tirage pareil. Donc moi, je suis spectateur de ce qui se passe, parce que déjà le succès de la chronique et puis le bouquin, donc le rêve continue. C'est vraiment un rêve éveillé, c'est formidable. C'est peut-être que c'est de bonne qualité. C'est à vous de le dire. Alors on va rester dans l'absurde. On va faire un anti-portrait belge. Si vous étiez un mot qui commence par Z. Je me placerai sur lettre contre triple. Si vous étiez une position. La pôle. Si vous étiez une chanson de merde. Une cacophonie. Ouais. Si vous étiez quelque chose de plat. Le pays qui est le mien. Ouais. Si vous étiez une chaussure. Je prendrais mon pied. Si vous étiez un code postal. Je passerai à la postérité. Si vous étiez un appareil électroménager. Un Vibro mon frère, pour changer un peu. Vibro mon frère. Si vous étiez quelque chose de mort. Mort, un morito, pour me sentir bien vivant. Et si vous étiez en retard. Ben, je serais pas là. Voilà, bravo. Alors Bernard de la Villardière, rebonsoir. Bonsoir. Après Zone Interdite, vous présentez Enquête exclusive sur M6 le dimanche soir à la place du film érotique. C'est pour ça qu'il est souvent question de prostitution, non?
Oui, si vous voulez, ouais. Ouais. Ouais, en effet. Ouais. Vous avez enquêté sur la prostitution dans tous les pays du monde. Vous nous conseillez d'aller Pas où? encore tout à fait, ce qui me laisse encore 20 à 30 ans de carrière à occuper cet espace pour distraire des gens comme vous qui sont passionnés par ces questions. Et ça vous va bien de dire ça? Vous, c'est plutôt l'échangisme, non? Comment vous le savez? Pour être sérieux et plus sérieux, la prostitution, c'est 2 à 3% des sujets d'enquête exclusive, qui s'intéressent évidemment aux organisations criminelles et aux mafias. Comme vous savez, elles sont polyprofessionnelles. D'ailleurs, moi, je suis à fond pour la loi Belkacem sur la criminalisation des clients. Ouais. Vous dites ne pas être à la recherche de sujets racoleurs, en fait. C'est vrai. Enfin, il y a eu un truc là récemment sur les prostituées musulmanes qui vendent leurs organes pour payer le crack de leurs enfants terroristes. Et... On l'a pas traité cette question, Non. mais c'est peut-être une idée. C'est une idée que je vous donne. Vous me permettez que je la note? Non, parce que c'est vrai qu'on est, au bout de 8 ans, on est un peu en panne d'idées, quoi. Non, il y a un style, Bernard de la Villardière. Non, mais c'est vrai. Même dans la plus malfamée des favelas de Rio, vous êtes toujours en costume impeccable, un brushing parfait, votre regard d'acier comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est quoi le secret pour rester élégant dans un bidonville? C'est regarder où on marche d'abord, non? Alors, on va regarder un petit peu le feuilleton, les aventures de Bernard de la Villardière. Alors voilà, ça c'est Bernard de la Villardière qui fait de la moto avec les Hells Angels, dont il est devenu le chef. Les Bandidos, c'était à El Paso, Voilà. tout près de Ciudad Juárez, aux États-Unis. Alors ça c'est Bernard de la Villardière qui fait du ski nautique dans un fleuve infesté de crocodiles. C'était sur la Seine. Ouais. Alors ça c'est incroyable, ça c'est Bernard de la Villardière qui prend le risque d'une thérapie en Amazonie. Non mais c'est dangereux. C'est très dangereux comme boulot. C'est quoi? Alors là, c'était chez les Yawalapiti, en Amazonie. J'avais une vraie crise de foie. Ouais. Et je me suis fait soigner par une chamane. Mais le foie, c'est pas aussi bas que ça. Ça c'est Bernard de la Villardière qui rencontre Dieu. Ouais. Ça s'est bien passé? Ça s'appelle Sixtine à Rome. Ouais. Oui. Ça s'est Bernard de la bien passé. Villardière qui se lance dans le tournage du dernier James Bond. Bernard de la Villardière qui sauve un dauphin de la noyade. Non, mais vous êtes incroyable. Bernard de la Villardière qui sort son sexe, 2 mètres de long. énorme pénis. Bernard de la Villardière à la Gay Pride à Moscou. Bernard de la Villardière qui prend son œuf à la coque quotidien, évidemment. Bernard de la Villardière ne mange pas les mêmes œufs à la coque que les autres, évidemment. Bernard de la Villardière qui lit calmement le journal pendant une explosion nucléaire. Alors, vous êtes star télé maintenant, ça y est, quoi. Vous êtes vraiment devenu un personnage de la télévision, mais aussi star des réseaux sociaux grâce au Bernard Fax. Alors, c'est extraordinaire. Par exemple, il y a Bernard de la Villardière ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe. C'est génial. Si à 50 ans, une Rolex n'est pas accrochée au poignet de Bernard de la Villardière, elle a raté sa vie. Non, j'avais fait un tweet aussi qui était assez drôle. C'était si à 50 ans, t'as pas été mis en examen, t'as raté ta vie. Voilà. Il y a Bernard de la Villardière court le 100 mètres en 99 mètres. Ça, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes une star sur Twitter, ça y est, non? Oui, tout comme c'est pas Fanny Ardant qui fait du cinéma, c'est le cinéma qui fait Fanny Ardant. Ah! C'est pas faux. Alors, ce que l'on ne sait pas sur Bernard de la Villardière, c'est que vous avez été hippie. Bernard de la Villardière sur les chemins de Katmandou, vous aviez 20 ans, vous y êtes resté 3 mois, vous avez perdu 20 kilos et vous êtes revenu sans un rond. Je vais être content, vos parents. J'ai même dû emprunter sur place à des jeunes filles rencontrées sur la route, Ouais. de jeunes héritières britanniques, anglaises, que j'ai ensuite lâchement abandonnées parce qu'elles étaient tombées malades. C'est une petite lâcheté que je ne me pardonne pas. J'aurais aimé retrouver cette femme pour m'excuser. Mais elle lancé un appel, ça s'appelle comment? Je ne me souviens même plus de son prénom. Merde, en fait. C'est atroce.
J'ai eu la chance à l'époque d'être reçu par le Maharaja de Bénarès. Ah oui, quand même, oui. J'avais une lettre de recommandation. Quand il fait le hippie, il est reçu par le Maharaja. J'avais une lettre de recommandation Ouais. de ma grand-mère, qui Ouais. était bouddhiste et qui était une amie du Maharaja de Bénarès. Voilà. Alors, vous avez goûté au cannabis là-bas? Oui, Ça vous a pas plu? si. Ah. J'ai même goûté aux champignons hallucinogènes Ah ouais. à Pokhara. Ah oui. Et j'ai jamais recommencé. Mais tu es mon frère Parce que alors, j'ai, Bernard. Tu es mon frère. Là, mon esprit a quitté mon corps et pendant 2 jours, je me suis battu pour réintégrer mon corps. Et... Et est-ce que vous êtes sûr que vous êtes rentré dans le bon? Bravo! Oui, c'est vrai, c'est peut-être la raison pour laquelle je ne m'aime pas tout à fait. Mais finalement. si, aimez-vous, aimez-vous. Ah, donc, il faut qu'on se revoie, Frédéric. Frédéric Tadei, rebonsoir. Est-ce qu'on peut rendre hommage au compositeur? Frédéric Botton. Frédéric Botton, si tu nous regardes, Frédéric. Alors voilà. Alors vous êtes directeur de la rédaction et animateur de Ce soir ou jamais sur France 2. Vous présentez également Dardar. Vous collaborez à GQ à Europe 1. Et puis vous faites cette émission de cinéma dont je me souviens jamais le nom. La grande soirée cinéma. La sur grande France soirée 3. cinéma. Donc vous avez 3 hebdos. J'ai 3 hebdos sur 2 chaînes différentes. Alors Ce soir ou jamais s'est imposé comme l'émission culturelle de France 2, même si elle n'est pas la seule, évidemment. Je pense à N'oubliez pas les paroles, Comment ça va bien, Nos années bonheur. Enfin, il y a de la concurrence quand même. Non, mais- Service public. Non, mais ne croyez pas si bien dire. Moi, je pense que tout est culturel. Ce qui est rare, c'est l'art. Oui. L'art, c'est rare. Mais la culture... Alors, la presse vous qualifie souvent d'animateur le plus intelligent du PAF. Oui. Dites-moi un truc intelligent là pour voir si c'est vrai. Non, parce que ce serait trop cruel. D'accord. J'en sortais bien. Non, il y en a qu'un qui n'aime pas votre émission, c'est Cyril Hanouna. Ah, il a changé depuis qu'on se voit à Europe. Ah oui, ça y est, il s'est Sa calmé. mère aime beaucoup. Ah oui, alors, c'est l'essentiel. Alors, début novembre, Le Monde a fait un gros papier sur vous intitulé « L'homme sans conviction ». Oui. Vous dites d'ailleurs, les opinions politiques sont des préjugés comme les autres. Je m'en suis débarrassé. Vous remarquerez que je me suis débarrassé des opinions, pas des convictions. Oui. Mon Mais, émission n'a pas d'avis. Mon émission n'a pas d'avis. Moi, D'accord. j'ai un avis. Bien sûr. Mais je ne vais pas l'infliger aux téléspectateurs qui regardent mon émission. Non, parce qu'Alexandra Sublet non plus, elle n'a pas d'avis, mais elle le fait pas exprès, disons. Pourquoi vous dites du mal d'Alexandra Sublet? Parce J'aime qu'en ce beaucoup. moment, c'est Alexandra Sublet. Ah ouais. Voilà. Alors, à part ça, vous sortez un beau livre, Dardar pour les enfants. L'idée, c'est de rendre les œuvres d'art accessibles aux enfants. Alors, c'est très bien fait. Sur la page de gauche, il y a un texte de présentation de l'œuvre et un petit jeu. Et sur la page de droite, il y a la photo de l'œuvre. Donc, les enfants, comme ça, ils comprennent. Alors, par exemple, il y a un truc très bien, c'est... peux-tu imaginer ce que la Vénus de Milo tenait entre ses bras, par exemple? Oui, mais parce que si vous voulez, très souvent, quand on demande aux enfants de regarder des tableaux, on leur demande de compter les lapins. Vous voyez, Ouais. alors on dit, regarde dans le tableau, il y a combien de lapins? Oui. Une question comme celle-là, qu'est-ce que la Vénus de Milo avait dans les mains? Bah oui. Ça peut nous paraître une question débile, une question pour enfants, mais sachez que c'est exactement la question qui s'est posée en France sous Louis XVIII quand la Vénus de Milo est arrivée, parce qu'à Ouais. l'époque, quand on récupérait des statues grecques, eh ben, quand il leur manquait un bras, on leur rajoutait le bras. Ouais. Et quand, une fois que vous aviez rajouté le bras, il y avait une main au bout, et on se disait, tiens, qu'est-ce qu'elle a dans la main? Et dans le cas de la Vénus de Milo, on s'était dit, bah tiens, un joli miroir, une pomme, vous voyez? Alors quand vous demandez aux enfants aujourd'hui, ils voient tout de suite un téléphone portable. Ah oui. Ah oui, tout de suite. Parce que et si vous regardez bien son attitude, on dirait qu'elle va téléphoner. Et l'enfant, vous lui ferez pas démordre qu'il y avait autre chose dans sa main qu'un téléphone portable. C'est un livre que je conseille à tous les parents. Donc, c'est vrai, c'est une Et façon... surtout aux enfants. hein. Et aux enfants, moi, Oui, c'est... parce qu'en plus, les parents n'ont pas la réponse. Ouais. Il faut Ça le peut dire. déraper parfois, non? Ah oui, très souvent. D'ailleurs, tout est prévu pour. On passe maintenant à notre dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est François Langlais, éditorialiste économique sur France 2 et RTL, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Alors ce soir, que va-t-il se passer en 2014 ? Que va-t-il se passer en 2014 ? Avec Hollande, il faut toujours s'attendre au pire. Pour l'Express, il est faible. Pour Le Point, il n'est pas à la hauteur. Tandis qu'au Nouvel Obs, on le trouve désespérant. Alors, imaginons le pire. En janvier, augmentation de la TVA et nouvelle baisse dans les sondages. En février, les Français ne gagnent pas la moindre médaille aux JO d'hiver en Russie et le monde entier se fout de notre gueule.
En mars, le PS prend une raclée mémorable aux élections municipales. Du coup, au mois d'avril, Hollande est obligé de remanier son gouvernement. Mais au mois de mai, ce sont les européennes et le PS prend une nouvelle raclée. Tandis que le FN arrive en tête et devient le premier parti de France. Résultat, sous la pression de la rue, Hollande doit dissoudre l'Assemblée et il se retrouve tout seul à l'Élysée, ce qui lui laisse le temps d'assister à la débâcle de l'équipe de France battue par la Suisse, l'Équateur et le Honduras. Sauf que le pire n'est jamais certain. D'abord, les municipales sont loin d'être perdues pour la gauche. D'une part, les candidats du PS sont en tête des sondages à Paris, Lille, Lyon et même à Marseille. D'autre part, la montée du FN devrait lui permettre de se maintenir au second tour dans plus d'1 millier de villes et de provoquer ainsi des triangulaires qui pénaliseront surtout l'UMP. Quant aux européennes, cette fois, les écolos ne pourront plus compter sur Cohn-Bendit qui a quitté les Verts et ils piqueront sans doute beaucoup moins de voix au PS qu'en 2009. En plus, les européennes, tout le monde s'en fout, puisqu'à chaque fois l'abstention dépasse les 50%. En revanche, ce qui va faire de l'audience, c'est la Coupe du Monde. Petit pont. Deschamps l'a déjà gagné comme joueur. S'il la gagne cette fois comme sélectionneur, Hollande va se retrouver sur un petit nuage, comme Chirac en 98. Vous n'y croyez pas? Alors, n'oubliez pas que lorsque Hollande s'est présenté aux primaires contre DSK, personne n'y croyait non plus. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grab. Bravo, Julien. François Langlais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste économique sur France 2 et RTL. Bienvenue parmi nous. Alors, que va-t-il se passer en 2014? Alors, pour vous, il y a deux scénarios possibles. Le scénario années 30, c'est-à-dire montée des extrémismes, retour à un nationalisme outrancier. Deuxième scénario, c'est le scénario 1870, c'est-à-dire qu'après le krach de 1873, on a rétabli les frontières, on a purgé la dette en quelques années. Il y a pas mal de similitudes avec la fin du 19e siècle, oui. Ouais. C'est-à-dire c'est une longue période de croissance zéro, enfin de taux ondulé plutôt, où petit à petit, justement, on purge les dettes des excès passés, et puis les espaces, les frontières réapparaissent. Ça, c'est vrai. On voit ça aujourd'hui. Hein. On voit, même en Europe, d'ailleurs, le Premier ministre britannique annonçait qu'il allait, par exemple, diminuer les avantages sociaux pour les étrangers, même ceux qui appartiennent à la communauté européenne. Ouais. C'est tout à fait nouveau. Ouais. Et on voit différents pays qui, justement, s'attachent à remettre des frontières, soit pour les biens, soit pour les hommes, soit pour les capitaux. Mais un repli sur soi-même, en fait, des pays européens. Oui, alors, vous le dites de façon un petit peu négative. Pour le coup, ça, c'est vraiment le scénario des années 30, c'est-à-dire le repli, la violence, l'antagonisme. Il y a des formes de rétablissement des frontières qui sont beaucoup moins douloureuses que les années 30. Et donc, le pire n'est pas sûr. Alors, en même temps, vous dites, les années en 4 sont souvent des années de rebond économique. Oui, alors, je sais que vous avez été prof à Shanghai, quoi. C'est votre côté chinois, ça, de penser que le 4 a une importance quelconque. Non, en fait, c'est vrai que c'est un peu un joke, mais les dernières années en 4, donc 2004, 94, 84, c'était des années de rebond, après des années en 3 qui ont toujours été mauvaises. Parce que, bon, on avait 73, 83, 93, c'était la récession. Donc, naturellement, il y a une espèce de phénomène d'élastique, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire, après, justement, une période où l'économie se contracte, les forces de l'investissement reprennent un petit peu le dessus. Méfions-nous, parce qu'il y a aussi 1914. Il n'y a pas été une année de rebond. Non. C'est vrai. Je pensais aux années récentes, en fait. C'est vrai. Ma série était courte. Vous le voyez comment, vous, 2014, Bernard? De manière très positive, en fait. Ah ouais? Je pense que le pays est en train de bouger, qu'il y a une prise de conscience collective et que voilà, on va réagir, je pense qu'on va trouver le bout du tunnel d'une manière ou d'une autre, parce que il y a une prise de conscience. Je pense que les corporatismes sont en train de tomber les uns après les autres et que les Français se rendent compte que voilà, il n'y a pas d'exception française et qu'on ne pourra pas échapper à l'orage collectif. Et il va falloir prendre des recettes à droite et à gauche, notamment en Allemagne. Les Français redescendent un peu sur Terre après l'illusion hollandiste? Oui, je pense, ouais, je pense. Frédéric? Rien du tout, moi. Attendez, vous êtes l'animateur le plus intelligent de la télévision. Justement, je ne commettrai pas l'erreur de faire des prédictions qui risquent d'être démenties dans les 2 mois. Quand on fait une prédiction, effectivement, il faut soit annoncer quelque chose mais sans donner de date, soit juste donner une date en disant... Voilà. Ou alors, au contraire, dire toujours la même chose. Une pendule arrêtée donne l'heure 2 fois par jour, donc... Ah, bravo. Pas sûr. Ça pourrait ne jamais reprendre. Et là, ça devient très intéressant. Imaginez que ça ne reprenne jamais. Jamais. Vous voyez, par exemple, l'Inde, à un moment, sous Louis XIV, l'Inde était
aussi riche que la France et le souverain indien était 20 fois plus riche que Louis XIV. À un moment, ça a dégringolé, ça n'a pas repris pendant 3 siècles. La Chine, c'est pareil. Voilà. À partir de 1840, ça tombe pendant un siècle. Mais donc ça repart imaginez après, quand même. que, voilà, là, 200 ans... On est peut-être parti pour tous les un ans, siècle ou deux. Chaque année, Thierry Ardisson, dans son émission, dira « Est-ce que ça va reprendre cette année ?» François Langlais dira « Ouais », Bernard de la Villardière dit « Sûrement ». Est-ce que vous croyez qu'on est dans une crise ou dans la décadence? Mais je suis né dans la crise. Moi, je me souviens même pas qu'un jour, le journal télévisé ne m'ait dit autre chose que c'est la crise. Ah oui, c'est ça. Vous vous souvenez d'un truc où on vous a oui, moi, dit je que suis c'était beaucoup pas la plus crise âgé que vous, Frédéric. Et Moi, j'ai connu les 30 Glorieuses. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et c'était si glorieux que ça ou... Non. C'est des conneries. À l'époque, tout le monde détestait le général de Gaulle. Voilà. Les gens l'attendaient au bord des routes pour le flinguer. Voilà. Et maintenant, on dit Et à la l'homme- fin, ça a fini avec 10 millions de Français en grève. Voilà. en 68. Et puis Pompidou. Donc vive la crise. Quoi. Voilà. Et vous, alors, vous voyez ça comment en 2014? Ah, moi, je vois un rebond. Toutes les années en 4, sauf 14. Non, je vois pas non plus. En fait, c'est dû à notre position. On voit pas bien l'année 2014. Ici. Fanny Ardant, ça tombe sur vous, là. Mais moi, j'aime assez la pagaille. Ouais. Donc, c'est dans la pagaille qu'on Ouais. vit. La pagaille créative. Oui. Ouais. La pagaille, ce n'est pas le même mot dans la bouche de Fanny Ardant. Hein. Ouais. Ouais. C'est joyeux, la pagaille. C'est chic, la pagaille, quand c'est Fanny Ardant. On aime tous la pagaille. Il y a une très belle phrase d'un économiste italien qui dit « La crise, c'est ce qui sépare le vieux du neuf ». Ah, c'est bien. Et c'est assez juste. C'est vrai qu'on voit ce nouveau monde qui peine à émerger et que spontanément tout le monde veut revenir au monde d'avant. C'est pour ça que les crises sont longues à régler. Même dans les crises individuelles, c'est toujours pareil. On préfère le monde d'avant parce qu'on le connaît, puis on est forcé. On est obligé de changer. On est obligé. Ouais. Les organisations, c'est la même chose. Ouais. Les entreprises ou les pays, c'est la même chose. Alors, par exemple, Sarkozy, tiens, vous le voyez revenir en 2014 plus précisément? Oh, c'est très difficile à dire en termes politiques. Ça, si vous voulez, la politique, c'est quand même la science de l'instant, du rapport de force du moment. Il en a manifestement très envie, il le dit. Hein, donc, il a une nouvelle stratégie, là. Sa stratégie du progrès. Oui. C'est-à-dire que maintenant, il va se vendre sous l'étiquette du progrès. C'est-à-dire après Jaurès en 2007 et Maurras en 2012, là maintenant, il est conseillé par Allègre, qui lui dit que les écologistes ont tué la gauche, parce qu'en fait, ils sont contre le progrès, donc la gauche n'incarne plus le progrès, et Sarkozy veut piquer l'idée du progrès. Oui, alors après, si vous voulez, les différentes mutations, quelquefois, laissent perplexes les lecteurs. C'est un avocat, il fait ce que... Voilà. Il a beaucoup de talent, d'ailleurs, pour c'est du marketing, hein, flatter la matière, mais c'est vrai que ces hein. incarnations successives sont un petit peu déroutantes. Mais c'est pas grave, les gens s'en rendent pas compte. Alors, est-ce que Hollande peut rebondir, Stéphane? Il retrouve ce physique pour rebondir. Oui, c'est vrai. Vous pensez qu'il peut rebondir, Hollande, vous? Oui. Parfaitement. Parfaitement. Il n'a pas fait de grandes catastrophes. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la politique d'avant. Tout ça, c'est des effets d'annonce, etc. C'est très cosmétique. Tout vient de Chirac. C'est Chirac qui aurait dû réformer la France. Nicolas Sarkozy a fait semblant. Et François Hollande fait croire qu'on va revenir, on va sauver l'État-providence. Et je pense qu'il est déjà mort. Les Bleus peuvent être champions du monde, vous pensez, en 2014? Ben non, puisque la Belgique participe. Très bonne équipe, hein, les Belges. Hein. Excellent. Moi, je suis pas très branché foot, mais là, j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de chance. Non, mais c'est dingue quand même, parce que votre livre est en tête des ventes, Stromae est en tête des ventes de disques. C'est les Belges qui font la loi dans ce pays. Alors, tiens, Fanny, est-ce que le pape va être assassiné en 2014? Parce que le premier qui a été un peu comme ça, c'est Jean-Paul Ier. Là, il voulait donner les biens du Vatican à tout le monde. Ils lui ont fait boire le bouillon de 11 heures. Le mec, il a tenu 3 semaines, le mec. Est-ce que vous croyez qu'ils vont nous tuer celui-là aussi? Non, c'est un jésuite. Ah oui, ça c'est bien vu, c'est vrai. Vous croyez que le pape va être assassiné, vous? Non, je crois pas, non. Non? Il est argentin, ma mère est argentine, et donc je suis très attaché à ce pape, et on fera tout, nous les Argentins, pour qu'il ne soit pas assassiné. Est-ce que vous croyez qu'en 2014, votre émission va faire de l'audience, Frédéric? Je vais essayer. Ouais. Je vous promets, je vais essayer. Non, le plus difficile, c'est comment faire de l'audience avec panache. Ouais. Parce que faire de l'audience vulgairement, non pas que ce soit facile, mais on en connaît les recettes. Prostitution, drogue. Tout en étant contre. Tout en étant contre.
Moi, j'invite des types qui pensent qu'il ne faut pas pénaliser les clients et voire même, pourquoi pas, légaliser la drogue. Oui, bah oui. Donc voilà, si j'arrivais à faire de l'audience tout en disant ça, enfin moi ça pas, serait mais top. eux, Oui. tout en ayant des gens en face qui disent le contraire, bien entendu, là, ça aurait de la gueule. Pour finir, alors, une bonne année 2014 ? Je pense qu'il y a des moments où les gens sont lassés du pessimisme. Et que c'est un déterminant important. Enfin, la psychologie collective, c'est ça qui détermine l'économie. Bon, il y a évidemment le cours de l'euro. Il y a l'envie de consommer, l'envie de faire des trucs, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que les événements comme la Coupe du Monde ont une importance aussi. Les pays qui gagnent la Coupe du Monde, en général, connaissent un surplus de croissance précisément pour cette raison-là. Et là, on peut se demander si justement les Français ne sont pas lassés de se voir comme un pays bloqué et que du coup, ça va déverrouiller un certain nombre de choses. Ça va rendre de même. Pareil, pour le pouvoir politique, vous disiez ce qui peut rebondir, ça va tellement mal aujourd'hui que ça ne peut qu'aller mieux. Oui. Et il suffit là aussi qu'on enclenche le mouvement pour que un cercle où la confiance est là puisse se constituer. Enfin, c'est au moins ce qu'on peut souhaiter. Alors, on va passer aux vœux. Donc, Fanny Ardant, quels vœux faites-vous pour 2014 ? Non, pas. Même pour votre film ? Ah. Ah. Non, mais c'est les choses qu'on porte à l'intérieur de soi, mais je n'attends pas le 1er janvier pour les faire. Ouais. T'as un vœu pour 2014, toi ? Que Bernard de la Villardière continue de faire le tour de la planète bien entendu. pour tenter de retrouver ce corps qu'il a abandonné dans une chambre d'hôtel de Pokhara après avoir consommé des champignons hallucinogènes. Frédéric, un vœu pour 2014 ? Un peu d'audience, voilà. Mais du panache. C'est la même question, j'imagine. Oui. Non, mais un vœu, ça ne se dit pas, sinon ça ne se réalise pas. Ah, c'est vrai ? Voilà, c'est très belge. Vous savez, les petits fleurs là. Donc voilà. Ceci n'est pas un vœu. Non. Bonsoir. Votre vœu à vous pour finir ? Je dois être un peu belge parce que je suis superstitieux aussi. Moi, je fais un vœu, c'est qu'on se retrouve là tous les samedis de 2014. François, merci d'avoir été avec nous. Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Voilà, nous sommes toujours sur Terre en compagnie de Fanny Ardant, de Bernard de la Villardière, de Frédéric Tadei. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Alban Michon. Bonsoir. Alors, Alban, très mauvais élève pendant toute votre scolarité. Vous n'avez jamais eu qu'un seul objectif, qu'une seule obsession dans la vie, la plongée sous-marine. Et à 35 ans, vous avez atteint votre but, vous êtes devenu un expert incontournable de la plongée en milieu hostile. Surtout, votre spécialité, c'est la plongée sous la glace. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Dans un instant, Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Bonjour, bienvenue, 2014, joyeuse Pâques, tout ça. Une année qui sera pleine de perspectives d'avenir pour tous ceux qui maîtrisent les arcanes administratives qui permettent l'obtention d'un visa au Canada, Australie, États-Unis. En 2012, les Français étaient sceptiques. En 2013, ils étaient pessimistes. 2014, ils seront fatalistes. Logiquement, à ce rythme-là, en 2017, ils seront fascistes. Alors, un astrologue parle de 2014 comme de l'année de retour aux sources. Ce qui suppose qu'on aura donc une candidature de Giscard bientôt qui sera annoncée. Avant de faire mes vœux, j'ai quand même un scoop. Je suis tombé sur la liste des cadeaux reçus par les membres du gouvernement. Alors c'est sur le site de Matignon, c'est assez facile. Tu vas sur le site de Matignon, tu cliques sur la fenêtre Secret Défense. Là, tu as une question de reconnaissance sécurisée. Êtes-vous autorisé à entrer sur ce site ? Tu réponds oui, et là tu télécharges en PDF. Alors, comme cadeau, Hollande, qu'a-t-il reçu ? Alors, la filmographie illustrée de Julie Gaillet. Jean-Marc Ayrault a reçu une vitre. Il s'est crié « Ah, chouette, mon portrait !» En ajoutant « Mais je ne connais pas cet artiste, Carglass. » Najat Vallaud-Belkacem a reçu un cadeau transgenre, forcément, donc une dinette G.I. Joe. Taubira, une boîte de Lego qui intitulée « Construis la prison de tes rêves ». Très jolie, très jolie. Petite maison blanche avec des balançoires, des transats, une piscine très réaliste, très... Mais bon, comme c'est une prison, forcément, il y a aussi un endroit pour enfermer les matons un peu autoritaires. Fabius,
le renouvellement sur 1 an de son ordonnance pour les somnifères. Sapin. Alors là, ça va étonner personne, excusez-moi d'être un peu classique, hein. On parle du Playboy du gouvernement, donc c'était un sachet de poils de pubis de vierge pour se faire une moumoute. Valls, un rendez-vous découverte chez Marcel Ruffo qui va lui permettre de définir son identité politique. Valls, au gouvernement, c'est un peu comme les amandes dans le nougat. Ça te rappelle qu'en fait, tout n'y est pas mou. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui nous attend? C'était le grand truc de cette émission, 2014, what is going to happen the next year, etc. Qu'est-ce qui va sûrement se passer? Alors au chômage, la courbe va s'inverser. Ah. Oui, elle va plonger, descendre, faire 3 tonneaux, 2 triple loots et repartir en flèche vers le zénith en écrivant en lettres d'or, lol. Franchement, on ne souhaite pas tous que la courbe du chômage s'inverse parce que plus de chômeurs, c'est plus de gens qui ne peuvent pas sortir un samedi soir, donc ça fait plus de spectateurs. Et j'ai envie de leur dire, votre chômage, c'est notre avenir. Merci. Le SMIC va augmenter de 10 centimes par heure. C'est considérable. Ce qui fait quand même 15 € de plus par mois. Alors désormais, évidemment, les Français seront obligés de faire leurs courses avec 2 caddies pour une respiration au portefeuille comme on en a rarement vu dans ce pays. Que souhaiter à Hollande pour 2014? Surtout qu'il ne change rien. Non, s'il te plaît, ne change rien. Des trucs comme Leonarda, on en veut encore, s'il te plaît. Si on pouvait avoir ça ou la faire comme... Mais il est où l'avion? Ça, c'est formidable. Oui, ça, c'est... Alors, et surtout, il faut pas... Donc, pour ça, il faut pas remanier. Non. Faut renforcer. Les bourdes de Jean-Marc Ayrault, bon, elles sont très belles, mais elles prendraient tellement plus d'ampleur si c'est Harlem Désir qui le conseillait. Ouais. Idem Taubira, elle est géniale, mais on rirait tellement plus si Eva Joly était son porte-parole, tu vois. Que souhaiter à Nicolas Sarkozy de découvrir la sophrologie, le yoga, l'héroïne? Je ne sais pas. Parce que 3 ans et demi, c'est encore long, avec son caractère. Nicolas, tu vas pas tenir. Non, parce que maintenant, je comprends pourquoi il a une barbe de 3 jours. Tu vois. S'il devait se raser tous les jours, vu son impatience, il ressemblerait à Ribéry. Tu vois. Alors, on annonce que la France va gagner au foot, tout s'en fiche, ou le FN, tout ça. Ça va être les municipales, bien entendu. Une certitude, Aubry va être réélu à Lille. Ouais. Bah, c'est le Nord, hein. Quand tu te présentes là-bas, tu crains pas grand-chose. Les gens qui votent, c'est toujours plus ou moins ta famille. Mais ça va être aussi l'année des Européennes. Oui, le 1er janvier, la Grèce prend la présidence tournante de l'Union Européenne. Ah. Oui, oui. Bah, on voit les limites de la rotation. Hein. C'est-à-dire, à un moment, tu confies les clés de la compta au stagiaire photocopieur. Tu dis, vas-y, fais-toi plaisir. C'est comme, tu t'appelles, hey, Jérôme Kerviel, viens à la Société Générale. Fais le PDG, parce que ça va être... L'Europe, en fait, on dirait une vieille bourgeoise ruinée et pimpante qui cherche des ouvriers grecs pour se faire humilier dans une cave bruxelloise. Tu sais. Je sais pas. Enfin, moi, je veux pas dénigrer. L'Europe, c'est bien, mais le problème, c'est les gens qui sont sur les listes des européennes. On dit que l'Europe décide tout, mais quand on voit qui on envoie là-bas, enfin, les listes des européennes, c'est la voiture balai des compétences au sein des partis politiques. Je veux dire, si ceux qu'on a en France représentent la crème, tu m'étonnes que l'Europe va mal. Hein. Ouais. Ah, oui. On aura quand même droit à un duel entre Nadine Morano et Édouard Martin. La groupie sarkozyste et le Playmobil des fours à tôle, tu vois le truc. Sur les listes, j'ai même trouvé des proches de Benoît Hamon. Je ne savais pas, ça existe. Se revendiquer proche de Benoît Hamon. Moi, je connais aucun humoriste qui se réclame de Popek ou de Tex, tu vois. Et l'économie, parce que c'est le nerf de la guerre, tout le monde s'intéresse à ça. En gros, est-ce qu'on aura des sous? Alors, comme d'hab, j'ai mauvaise nouvelle, ils vont continuer à tirer les ficelles. Ces gens au nez crochu, au sexe circoncis et à la puissance financière démesurée, les Qataris. Mais il est temps aussi pour moi de présenter mes vœux. Et j'aimerais les présenter tous mes vœux de bonheur et de syntaxe à tous ceux qui m'ont insulté à travers des courriers, des mails, des tweets. Et j'aimerais leur dire, surtout ne changez rien, parce que moi, s'il y a vraiment un truc qui me fait rire, c'est les fautes d'orthographe. Alors, c'est pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h, sur Canal+, et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Alban Michon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 17 septembre 1977 à Troyes. C'est ça. Père fonctionnaire de police, mère employé de banque, petite enfance agréable, hiver à la montagne, été à la mer, sur la presqu'île de Gien,
Le seul problème, c'est l'école. Hein. C'est ça. Un calvaire. Hein. J'ai pas un bon souvenir de l'école, Non. effectivement. Ouais. Les gens disaient que vous étiez bon à rien, à peu près nul, enfin... C'est quelque chose qui marque, et je m'en rappelle encore, Ouais. et je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Alors, rapidement, vous devenez le rêveur au fond de la classe, le mec qui n'est pas là, quoi. Oui, alors je suis souvent à côté de la fenêtre, je regarde dehors, et puis j'écris, je rêve, je pense à l'avenir. En fait, vous avez découvert la plongée à Gien. Tous les étés, vous pataugez dans la Méditerranée avec un masque et un tuba. Et c'est à ça, en fait, que vous rêvez quand vous êtes au fond de la classe. Et la plongée et la liberté. Je crois que ce côté être enfermé ne me convenait pas. Ouais. Alors, dès l'âge de 6 ans, avec un cartable sur les épaules, vous faites la bascule sur le canapé du salon. La bascule, c'est quand on fait de la plongée, on se met sur le bord du bateau, puis on s'envoie en arrière, comme ça. Je m'en rappelle encore, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est venu. Alors, vous avez retrouvé une rédaction que vous aviez écrite à l'époque, intitulée « Mon rêve sous-marin », déjà, et vous racontiez votre rêve, vous trouviez une épave d'avion au fond de l'eau. Oui, alors ça, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 6,5 sur 10. Ah mais c'est bien. Oui, comme quoi, quand on Dès a que ça envie, vous intéresse. Exactement. Alors vous avez 10 ans, quand en lisant le magazine Okapi, vous trouvez les coordonnées de la Fédération française de plongée, et à 11 ans, vous commencez au club de plongée de Troyes. Alors évidemment, comme vous êtes tout petit, il faut bricoler le matériel. Oui, le matériel, à l'époque, il n'était pas adapté, hein, c'était en 88, donc les moniteurs, à l'époque, ils coupaient les bouteilles en deux pour que ça soit plus léger, pour que je puisse aller plonger. Alors, quand arrive votre première plongée en milieu naturel à Gien, voilà, c'est le bonheur, évidemment, vous êtes tellement heureux que vous chantez dans votre détendeur. Ouais, je me sentais bien, ça y est, je volais, j'étais en apesanteur, j'étais super bien, il n'y avait pas grand-chose à voir où j'étais, mais en tout cas, c'était extraordinaire. Ça y est, vous y étiez, là. Ouais. Et à partir de là, vous n'allez vivre que pour ça. Le week-end, vous plongez même le vendredi soir, parce qu'il y a des nocturnes. Oui, je lis, je pense plonger, je vis plonger. Voilà, dès l'adolescence, je suis à fond dedans. Alors à l'école, évidemment, c'est l'enfer. Ça ne s'arrange pas du tout. Et à 16 ans, vous faites un truc incroyable. Vous faites sur un cahier un planning prévisionnel de votre vie. À 18 ans, il faut que je quitte l'école. À 19 ans, 20 ans, il fallait que j'aille faire des cours pour passer le monitorat, il fallait que je puisse acheter un camping-car pour partir avec mon matériel de plongée, explorer un peu la France, en tout cas pour commencer. Et voilà, j'ai tout décomposé. À 18 ans, vous êtes invité chez des amis pour le réveillon du jour de l'an et ils ont un petit plan d'eau qui est gelé. Et en pleine nuit, vous décidez de plonger sous la glace. Et là, vous découvrez ce que c'est, quoi. C'était inoubliable. Je me rappelle encore, on a eu super froid, parce qu'à l'époque, on était encore équipé de combinaisons humides. Bon, c'était très froid, mais magnifique. Voilà, j'ai vraiment apprécié ma première plongée sous glace. En plus, de nuit, ça scintillait dans tous les sens. Alors, durant cette même année, l'année de la terminale, vous vous mettez à la plongée souterraine dans des grottes inondées. Alors là, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous descendez, donc, comme les spéléos, sauf qu'il y a de l'eau partout, là. Oui, tout à fait. C'est des vrais labyrinthes. C'est très flippant, ça, hein. Quand on est dans des boyaux qu'on ne sait pas où on est, à 150 mètres sous terre, quand même... Alors c'est particulier, et c'est vrai que ça apprend aussi la maîtrise de soi. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai fait dans les lacs, dans les rivières, en spéléo, ça a appris aussi à mieux me connaître. À l'examen pour devenir moniteur de plongée, vous arrivez deuxième. Ouais. Ah, c'est la revanche du cancre. Mais complètement. Et ça, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Quelque chose qui me plaît, j'y arrive. Vous passez quelques mois à l'armée, ensuite vous apprenez que l'école de plongée de Tignes est à vendre. Et en 4 ans, vous l'achetez, à 22 ans, est à vous, cette école. Dans le planning de ma vie que j'avais écrit vers 15-16 ans, j'avais écrit « Je voulais être un jour propriétaire d'une école de plongée ». Et c'est le cas. Et je trouve de la plongée, sous la glace, en milieu des montagnes. Donc là, je me suis dit, c'est parfait. Alors, quelques années plus tard, vous êtes contacté par les équipes de Jean-Louis Etienne, qui finira, après s'être entraîné chez vous, par vous proposer de participer à une expédition pour aller en plongée au pôle Nord. Je dis, bah ouais, impeccable, on y va, quand tu veux. Alors là-bas, sous la banquise, l'eau est claire, hein, visibilité 150 mètres, et vous parlez de cathédrale de lumière. Alors, au pôle Nord, j'ai jamais vu de l'eau aussi claire. On a une eau extrêmement limpide, et on a 4000 mètres de fond. Donc, quand on a été déposé au pôle Nord géographique, en fait, c'était la fin de la nuit polaire. Donc, on avait le soleil qui sortait de l'horizon, qui tournait autour de nous. On creusait des trous dans la banquise, et là,
4000 mètres de fond, donc c'est très très noir, mais on nageait un petit peu comme presque comme dans des nuages. Ouais. C'était très impressionnant. Ce qui est très impressionnant, c'est que quand on regarde les icebergs par en dessous, c'est comme des massifs montagneux enneigés, mais à l'envers. Complètement. Ouais. Et en plus, il y a des grottes. On pouvait, alors, moi qui Ouais. aime aussi le monde souterrain et des grottes, je pouvais aussi m'enfoncer à l'intérieur de la glace. Donc vraiment dans le cœur de la glace. C'était très impressionnant. Et puis il y a la faune aussi. Il y a un animal qui s'appelle l'ange de mer, qui ressemble à une espèce de papillon translucide, tellement translucide qu'on voit ses organes. Ouais. Ça, il y en a beaucoup dans les eaux arctiques. Ouais. C'est un peu ce qui représente la poésie du monde polaire, d'ailleurs. C'est extraordinaire. Ça fait un petit papillon, ça nage comme ça dans l'eau, ça vous regarde. Alors le problème, c'est que cette expédition s'avère être extrêmement dure. Vous êtes évacué au bout de 45 jours. Oui, alors en fait, on devait rejoindre la côte nord du Canada. Donc on avait 800 km à faire, que 800 km à faire. Et ce qui se passe, c'est que la débâcle, donc la fonte de la glace, a eu lieu un mois avant. Ouais. Et donc il a fallu se faire évacuer. Et ça a mis 11 jours. Ouais. C'est long. Hein. À peine rentré en France, vous vous lancez dans la construction de votre propre expédition. Et le 20 août 2012, vous donnez vos premiers coups de pagaie dans les eaux gelées du Groenland. Oui, parce qu'au retour du pôle Nord, en fait, j'ai eu qu'une envie, c'était de repartir, explorer les icebergs que je ne connaissais pas. Là, c'était la banquise arctique, la première expédition, mais pas les icebergs. Et j'avais ce rêve-là d'aller voir ce qu'on pouvait y trouver dessous. Alors, le but de l'expédition, c'est de relier en kayak 2 villages de la côte est du Groenland, distants de 1000 km, à raison de 20 km par jour. Ça, c'était sur le papier. Ouais. Après, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce qu'en plus, les icebergs, ils se déplacent, la banquise bouge, donc des fois, vous faites 20 km, mais vous revenez au point de départ. Voilà, donc c'était pas évident. On a bien galéré. Ouais. Et là, vous découvrez la magie des icebergs. Vous dites, la partie immergée d'un iceberg, c'est plein de cavités ou d'énormes colonnes de glace. Alors là, on est en la cathédrale, quoi. Oui, alors on descend, c'est pareil, on a 90% du volume de l'iceberg immergé, et quand on descend le long d'un mur de glace, et on ne voit pas le fond, et de temps en temps, on peut s'enfoncer dessous, et là, il faut être vraiment concentré, vigilant, parce qu'on entend craquer l'iceberg, bouger, donc on est vraiment on a tous les sens en éveil. Ouais. Un soir à 22h, vous êtes pris au piège des glaces, et là, vous décidez de dormir avec votre compagnon, tous les deux sur des kayaks. Ouais. C'est le stress absolu. Vous passez la nuit et, après quelques heures à somnoler, vous ouvrez les yeux. Et là, d'abord, vous voyez que votre copain est toujours là, donc ça vous rassure. Mais surtout, vous voyez une aurore boréale. Quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire, les aurores boréales. Ça mettait un peu de baume au cœur, heureusement, parce qu'il faisait tellement froid aussi dans la nuit. Donc, oui, parce que la situation est inchangée. Vous êtes toujours bloqué au milieu des glaces. Oui. Et là, vous faites ni une ni deux. Vous mettez votre combinaison, vous plongez et vous écartez les blocs de glace un à un pendant 3 heures. Oui, on n'avait pas le choix parce que 2 coques de noix pris dans les glaces, on ne pouvait pas les diriger, on ne pouvait rien faire du tout. Donc je me suis mis en combinaison, donc déjà le matin sans petit déjeuner, sans rien, donc c'est pas agréable. Et je me suis mis à l'eau, j'ai écarté les bouts de glaçons et après, effectivement, Vincent était sur les kayaks et m'indiquait la direction. Et il y avait à peu près 200-300 mètres à faire pour retrouver de l'eau libre. Et l'eau est à combien là ? Alors l'eau, elle est à 1 degré. Ouais. Bon, ça va, mais je suis équipé de combinaison étanche. Donc c'est vraiment dessous, dans la combinaison étanche, je suis habillé en fait. L'eau ne rentre pas à l'intérieur. Ouais. En revanche, les mains, même si elles sont quand même protégées par des gants ou les pieds, se refroidissent rapidement et au bout de 2 heures, on a les mains gelées totalement. Quoi. Une histoire incroyable aussi, c'est un jour vous plongez et vous vous retrouvez nez à nez avec un ours polaire. Oui, oui, ça c'était intéressant. C'est fou. Alors voilà, c'était en montant d'une plongée, je vois quelque chose de blanc au loin, donc je vois quelque chose de blanc mais avec des poils qui avancent. Alors je me suis dit, c'est pas un bout de glaçon, et je m'aperçois que c'était un ours. Et petit à petit, je me suis rapproché et il s'est passé quelque chose avec lui, avec cet ours, vraiment. Ouais, vous avez décidé de vous foutre la paix mutuellement. Oui. C'est ça. Mais il était curieux. C'était un jeune, je pense. Il devait faire 400-500 kilos. Et c'était peut-être le premier être humain qu'il voyait. Ouais. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, de curiosité. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ours est un bon nageur, mais très mauvais en apnée. Voilà. Il remonte très souvent. Alors, je l'ai vu faire 2 apnées. Il descendait à 2-3 mètres. Et c'est là où je me suis dit, si jamais... il n'est pas descendu beaucoup plus profond. Donc, moi, j'avais mes bouteilles de plongée, donc je pouvais redescendre pour lui échapper s'il était un peu violent et agressif. Alors voilà, vous atteindrez votre but après 51 jours, 1000 km. Vous en avez rapporté un livre et un film qui s'appelle Le Piège blanc.
Ça va, vous avez coché toutes les cases. Ah non, il y a une case qui n'est pas faite, là. C'est le tour du monde en bateau avec votre famille. Oui, voilà, c'est prévu un jour. Ah, c'est prévu, il faut le faire, là. C'est marqué sur le planning de ma vie, quand même. Le seul mec qui a écrit sa vie avant de la vivre. Merci. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Fanny Ardant. Merci beaucoup, Fanny. Merci de votre présence. Cadences obstinées, ça sort mercredi. Bernard de la Villardière. Enquête exclusive, le dimanche soir sur M6, Frédéric Tadei, Dardar, pour les enfants, aux éditions du Chêne, un très beau livre. Et puis ce soir ou jamais sur France 2, GQ, Europe 1, l'hebdo de cinéma, enfin bon. Stéphane de Groot pour Voyage en Absurdie chez Plon. Et le supplément, évidemment, l'émission de Maïtena Biraben, le dimanche, sur Canal+. François Langlais de France 2 et RTL et Alban Misson, Le Piège Blanc. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.